Donc, on va commencer par une lecture de l'énoncé. Ensuite, on verra la solution ensemble. OK? Bon, avant de commencer le TP, bon, je sais que hier était prévu le CP, mais faute de connexion Internet, j'ai pas pu joindre la réunion. Est-ce que, est-ce que vous avez des questions, ou bien des problèmes, ou bien des choses qui ont été soulevées lors du CP, parce que j'ai pas pu contacter votre chargé de cours pour savoir ce qui s'est passé lors du CP. Alors, oui, où sont les délégués? Oui, madame. Alors, oui, Propos TP. faites-moi un petit résumé de ce qui s'est fait, ce qui s'est dit lors du CP. Bon, je n'ai pas pu assister hier, donc je ne sais pas si vous avez des problèmes ou pas. Madame, on a discuté le déroulement des cours. Oui, On a discuté d'envoyer les fichiers, les PDF le même jour. يعني كي نديروا un TP ولا un cours, là, d'envoyer les fichiers la même journée. d'accord, ok, c'est tout. Normalement, c'est tout. Madame m'a dit qu'elle est prof, donc on n'a pas parlé. En fait, l'horaire ne convient pas à tout le monde. L'horaire qui a été fixé ne convient pas à tout le monde. Et en plus, on n'a pas été prévenu du CP à l'avance. Mais on a été prévenu la veille au soir. Et donc, ce n'était pas évident de nous arranger pour pouvoir assister au CP. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute manière, indépendamment du CP, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me contacter. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela. Alors, pour les PDF et les différents supports, je vous ai envoyé lors de la séance précédente le lien Drive vers le répertoire où vous pouvez tout trouver. Donc, les cours, les TD, les TP et aussi les projets des TP, c'est-à-dire les solutions des TP. Donc, en principe, c'est bon par rapport à cela. Oui, normalement, oui. C'est bon, c'est réglé. Normalement, c'est bon. Vous avez tous le lien. En principe, vous avez tous le lien pour, euh, pour les différents supports. Alors, donc le TP2, si vous n'avez pas d'autres questions et pas d'autres suggestions, concerne. Alors, est-ce que vous avez discuté la question arrêt de cours lors du CP? Oui, madame, on a discuté. Madame, on a Et ajouté. Madame, comment? madame, أنا pour moi les CP شغل à la fin يعني jamais de vos résultats. Jamais. D'accord. La OK. dernière fois درنا تاني درنا un CP مع chef département تاني كمان شغل. Il y a rien. Chauffe, il faut que vous sachiez une chose. Depuis la nuit des temps, les CP n'ont jamais réglé quoi que ce soit. C'est juste une formalité. Je fais des CP juste pour faire des CP. Depuis que je suis étudiante, hein. Donc, je ne suis même pas en tant qu'enseignante. On fait des CP pour faire des CP. Bon, c'est bon de connaître les problèmes qui ont été soulevés et qu'on essaye de les résoudre à notre niveau, c'est-à-dire entre étudiants et enseignants, indépendamment de l'administration. Maintenant, ce qui est bien à noter, c'est que parfois, on a des informations euh, lors du CP. C'est pour ça que je vous ai posé la question sur l'arrêt de cours. Si on tient compte du calendrier qu'on a actuellement, avant qu'il y ait quoi que ce soit comme changement, l'arrêt de cours, c'est le 17 juin. Donc, est-ce que vous avez... Oui, madame, c'est confirmé. C'est confirmé, l'arrêt de cours, c'est le 17 juin. Mais D'accord. les examens n'ont pas fixé. Ben, les examens seront pour le 18 juin, probablement. Madame, Uniquement. j'ai posé cette question, elle m'a dit, j'ai rien reçu. Oui, oui, Rien oui, c'est sûr. rien n'est officiel. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va essayer d'être réactif comme on l'a toujours été depuis ces dernières années.
Arrêt de cours le 17 juin, on va faire l'essentiel jusqu'au 17 juin. On nous prolonge d'une semaine, on va bénéficier de la semaine pour mieux travailler les choses. Il n'y a pas de prolongation, on fera ce qu'on a à faire jusqu'au 17 juin et c'est tout. D'accord? Même pour les examens, on avisera au moment venu aussi par rapport aux examens. OK? D'accord, madame. Donc, fermons la parenthèse et reprenons avec, avec la séance de TP. Donc, dans la deuxième série de TP, donc vous avez 2 exercices. Est-ce que vous voyez le partage? Oui, madame. D'accord. Donc, bon, j'ai partagé l'énoncé et je vais partager également Eclipse, comme ça vous aurez accès au code par la suite. Donc, je répète les mêmes codes que vous avez sur le Drive. C'est les mêmes projets que je suis en train de réouvrir. S'il y a des changements, je mettrai à jour la version qui se trouve sur le Drive aussi. D'accord? Donc, dans l'exercice 1, on va traiter la classe étudiant ou bien un environnement en rapport avec la gestion des étudiants. On vous dit, on définit une classe étudiant caractérisée par les attributs et méthodes suivants. Donc, comme attribut, vous avez le matricule. C'est un nombre entier représentant le matricule d'un étudiant. Vous avez le nom, le prénom, la spécialité. Donc, c'est des chaînes de caractères représentant respectivement le nom, le prénom et la spécialité d'un étudiant. Vous avez la section, c'est un caractère. Et vous avez 2 notes. C'est des attributs de type réel. Alors, comme méthode, on vous demande de définir un constructeur par défaut, c'est-à-dire un constructeur sans paramètres. Un deuxième constructeur qui initialise tous les attributs d'un étudiant. Les méthodes, les getters et les setters pour les différents attributs présentés précédemment. Et aussi la fonction d'affichage et une fonction de calcul des moyens. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous arrivez à suivre? Madame. Alors, donc, Cha. est-ce que vous voyez Eclipse? Oui, madame. D'accord. Alors, donc vous avez ici la classe étudiant. Alors, avant de... si on veut créer un projet Eclipse, donc fichier, file, new. Project. Ça, c'est la création de projet. Faire général, plutôt Java. Java Project. Donc, un projet Java, classique. Donc, je peux appeler le projet exercice 1. Je n'ai pas besoin de créer des modules. D'accord? J'ai mon projet qui s'appelle exercice 1. Dans le projet, vous avez la librairie du JRE, c'est-à-dire l'environnement d'exécution, qui a déjà été inséré, et un répertoire par défaut, un package par défaut, SRC. Donc, dans ce package, on va créer une nouvelle classe. Dans notre cas, on va l'appeler étudiant. Cette classe, elle est publique. Comme superclasse, on va maintenir object. C'est une classe qui ne va pas contenir le main, puisque c'est une classe qui va donner naissance à des objets. Donc, on va s'arrêter à cette définition. Voilà. D'accord? Et donc, vous avez initialement le squelette
de votre classe, public, classe, étudiant avec accolade ouvrante, accolade fermante. Alors, dans cette classe, on vous demande de créer un certain nombre d'attributs, c'est-à-dire le matricule, le nom, le prénom, la spécialité, la section et les notes, chose que vous avez ici. Je vous ai dit, j'ai déjà la solution. Est-ce que c'est pas obligatoire? Je préfère que vous travailliez tous avec Eclipse. Surtout pour les mini-projets par la suite, pour que je puisse les récupérer facilement et les exécuter à mon niveau. Il y a en principe, tous les IDE se valent, c'est-à-dire ils font plus ou moins le même travail. Mais le projet en sortie n'est pas le même. Donc, pour que quand je vous donne un travail à faire, je puisse facilement récupérer vos projets et pour que je puisse vous noter aussi. C'est pour ça que je vous demande d'utiliser Eclipse. Alors, donc, dans la classe étudiant, donc on définit le matricule qui est entier. Le nom, le prénom, la spécialité, c'est des chaînes de caractères. La section, c'est un caractère. Et les notes, c'est float, réel. Alors, tous les attributs, je les ai définis à private parce que vous avez vu le concept d'encapsulation. Dans le concept d'encapsulation, on garde comme privé tout ce qui est propriété de l'objet, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas le droit de modifier ou d'accéder depuis l'environnement extérieur de la classe. Et donc, je ne peux pas accéder au nom d'un étudiant ou au matricule d'un étudiant pour pouvoir le modifier à tort et à travers directement. C'est la raison pour laquelle on préfère le déclarer ou le définir comme privé, c'est-à-dire définir un verrouillage sur ces attributs-là. Alors, comme constructeur, donc on vous demande de définir deux constructeurs. Bon, je vais fermer les méthodes et je les ouvrirai une par une au besoin, c'est-à-dire pour qu'on puisse traiter méthode par méthode. Alors, donc, le premier constructeur, c'est un constructeur par défaut. Et donc, quand on vous dit constructeur par défaut, c'est-à-dire qu'il initialise les attributs à des valeurs par défaut. Alors, les valeurs par défaut, c'est-à-dire les attributs numériques sont à 0. Les attributs type caractère ou chaîne de caractère, ils seront à vide ou à blanc, ou bien à nul, carrément. Et les attributs de type référence devront aussi être définis à nul. Donc, dans le premier constructeur, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, public étudiant, this avec les arguments 0 et les différentes valeurs. Alors, cette écriture signifie que je fais appel au constructeur explicite qui est défini juste après et je lui donne comme argument les valeurs que j'ai définies. Ici, c'est des valeurs par défaut. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Madame. Oui, madame. Oui, oui, c'est bon pour tout le monde. C'est bon, je peux continuer. Oui, madame, oui. Oui, madame. D'accord, ok, ok. Alors, le deuxième constructeur, c'est le constructeur qui initialise les attributs avec des valeurs données en argument. Donc, vous avez le matricule, le nom, le prénom, la spécialité, la section et les notes.
D'accord? Madame, Oui. وقيل في le constructeur par défaut كيدير 3 chaînes de caractères. Oui, vous avez 3 chaînes de caractères. Le nom, le prénom, la spécialité, la section, c'est un caractère. Vous avez 3 chaînes de caractères et un caractère. Spécialité, non, c'est pour ça. Comment? ما شفتش اسمه في ليكزوبيا كاين spécialité تاعو. C'est bon? Bon, oui, madame. D'accord, ok. Vous avez le nom, le prénom et la spécialité. Ok. Donc, ensuite, alors par convention, on met toujours, on met d'abord les constructeurs, ensuite les getters et les setters, ensuite les autres méthodes. C'est pour une meilleure lisibilité du code. D'accord? Après le constructeur, on commence par les getters. Donc, get matricule permet de retourner le matricule. Cette matricule, elle définit ou elle initialise le matricule avec la valeur en argument. Vous avez get nom qui permet de récupérer le nom d'un étudiant. Vous avez set nom qui permet de modifier. Alors ici, par exemple, on peut faire tous les contrôles. Donc ici, tous les contrôles nécessaires avant de modifier le nom d'un étudiant. Je vous cite un exemple. Si un étudiant a fait un jugement, c'est-à-dire ils se sont trompés dans son nom au début, et il a fait une rectification. Suite à la rectification, il doit déposer auprès de l'administration un acte de naissance après correction pour qu'on modifie au niveau de la base son nom. Donc, l'opération de modification de nom, elle ne va pas se faire tout le temps et elle va se faire uniquement sur présentation d'un document particulier. Donc, on peut contrôler l'action de modification de nom ici. Bon, on a fait simple. On a dit directement this.nom reçoit nom, mais on peut, si on veut contrôler l'opération de changement de nom, on le fait ici. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un document justificatif, on récupère le document justificatif ici. Si j'ai besoin de créer d'autres objets relatifs à la modification de ce nom, j'aurai aussi la possibilité de le faire ici. D'accord? Si le nom était public ou si l'attribut nom était public, j'aurais fait une affectation directement lorsque j'aurais besoin de changer le nom et j'aurais aucun contrôle sur cet attribut ou sur les modifications de cet attribut. Lorsque je juge un attribut critique, dans ce cas-là, je le définis avec un verrouillage privé et je peux moi-même définir les contrôles nécessaires ou les actions nécessaires à entreprendre lorsque je veux modifier cet attribut dans le setter correspondant. Est-ce que c'est compris? Oui, madame. Donc, c'est valable pour le nom, c'est valable pour la date de naissance, c'est valable pour les notes aussi. Donc, la méthode suivante, c'est get prénom. Donc, return prénom. Méthode suivante aussi, set prénom. Donc, c'est la même chose. Si j'ai besoin de faire des contrôles sur la modification du prénom, je les ferai ici, à ce niveau-là. Get spécialité. Set spécialité aussi. Donc, get spécialité, elle permet de retourner la spécialité et cette spécialité permet d'affecter la spécialité d'un étudiant en cas d'orientation. Vous avez get section et set section. Et la même chose pour les getters et les setters.
pour les getters et les setters des notes. D'accord? Alors, après les getters et les setters, vous avez une méthode d'affichage. Bon, l'affichage, on peut le définir de cette manière. Je vais modifier juste pour avoir quelque chose de lisible. On va voir. Voilà. Et vous avez une... Est-ce qu'on peut faire toString? Oui, on peut surcharger la méthode toString et elle aurait fait la même chose. Bon, là, on a fait simple. On a utilisé une fonction pour l'affichage. Mais au lieu de faire comme ça, on aurait pu redéfinir, pas surcharger, pardon, redéfinir la méthode toString. Et dans l'affichage, on afficherait directement, oui. Et vous avez aussi la fonction qui calcule la moyenne. Donc, note 1 plus note 2 sur 2. Donc, ceci par rapport à la classe. Madame, Oui, oui, j'ai une question par rapport les constructeurs. oui, bien sûr. Je remonte. Oui, c'est quoi la question par rapport au Madame, هنا في le constructeur par défaut اللي initialisé à 0 et les chaînes de caractères vides. Oui, درنا this et après موراه باش درنا le constructeur تاعنا. Est-ce que شغل il connaît this اللي تاع bien le sûr, constructeur même si bien كنا مازال sûr. ما درنا. Alors, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire on n'a pas encore fait. Ici, un constructeur utilise un autre. J'ai un constructeur sans paramètres, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lui donner des valeurs avec lesquelles il va initialiser. Il sait avec quoi il peut initialiser. Alors, j'ai fait cette instruction, j'aurais très bien pu initialiser les attributs ici. C'est-à-dire, j'aurais pu faire ça. Attendez. J'ouvre un commentaire et je le ferme au même endroit. Voilà, pour qu'on puisse... j'aurais très bien pu faire matricule. Non, madame, On ماشي هذا reçoit واش zéro. حبيت نسقسي شغل ماتريكول Oui, رسوا زيرو ايتو حبيت نسقسي اسكي درنا لو كونستركتور بار ديفو درناه قبل لو كونستركتور دوزيام اسك نورمال بيسك bien هنا sûr. يوتيليزينا this Oui, oui, bien this sûr. Bien sûr. Alors, avec le this, il sait que c'est un appel au constructeur. Et c'est un appel au constructeur avec des arguments. Et on lui donne les arguments. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va balayer le code de la classe à la recherche d'un constructeur avec ses arguments. D'accord? D'accord, oui, madame. Donc, on le met avant. L'important, c'est qu'il soit toujours dans le périmètre de la classe. D'accord. C'est vrai qu'on a dans un contexte procédural, on définit d'abord la procédure ou la fonction avant de pouvoir l'utiliser. Mais dans un contexte orienté objet, on n'a pas besoin de ça. Parce que quand on définit le plan d'action ou la structure d'une classe, je ne sais pas dans quel ordre ces méthodes vont être exécutées. Ce qui est sûr, c'est que la première méthode qui sera appelée, c'est le constructeur. Parce que l'objet doit être construit pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir travailler dessus. Mais le reste des méthodes, je peux les appeler dans n'importe quel ordre. Je n'ai pas besoin d'appeler les méthodes dans l'ordre pour que je puisse
les exécuter convenablement et ne pas avoir d'erreur. D'accord? D'accord, merci, madame. Donc, je vous en prie. Donc, le fait de lui avoir mis le this, il sait que c'est un constructeur, c'est-à-dire créer un objet de la même classe et je lui donne des arguments. D'accord? Alors, même ici, j'aurais pu faire ça. Même ici, j'aurais pu faire ça. Ah, d'accord. Non, il n'accepte pas. C'est une... Attendez. Pour qu'il accepte, il faut que je fasse ça. C'est-à-dire que le constructeur avec argument, il appelle le constructeur sans argument. Il ne faut pas qu'ils s'appellent mutuellement, sinon vous créez quelque chose de récursif. C'est-à-dire, je crée d'abord l'objet sans initialiser les attributs. Ensuite, je passe à l'initialisation des attributs avec les arguments qui lui correspondent. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce que je peux définir la méthode toString? Bien sûr. Attendez. Alors, c'est public. Alors, retourne un string. OK. Donc, je vais faire ça. Je vais tout simplement faire ça. Return. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Et à ce moment-là, dans l'affichage, pour afficher un étudiant, je ferai directement system.out.println ET1 ou ET2. Donc, on verra, on va l'utiliser dans l'application. Donc, son nom, c'est toString. Son type de retour, c'est string, c'est-à-dire elle construit une chaîne de caractères correspondant à l'affichage à l'affichage de l'objet correspondant. Et c'est tout. Alors, par convention, lorsque on fait une redéfinition d'une méthode, on rajoute voilà, la notation override pour dire que c'est une redéfinition. Ah, non. Je ne l'ai pas écrit correctement. Attendez.
Voilà, donc la première partie, on vient de la traiter. En majuscule, il va être, c'est reconnu. Voilà. Le O, il doit être en majuscule pour que l'overhead soit reconnu. Donc, je disais que on vient de traiter la première partie de l'exercice. Donc, on passe à la deuxième partie. D'accord? Donc, on vous Madame. demande d'appeler. Oui, oui. Pourquoi on ajoute override هذه؟ Alors, pour qu'il puisse, pour que l'interpréteur Java puisse comprendre que c'est une redéfinition d'une méthode qui existe. Parce que toString, c'est une méthode qui est définie dans la classe object. Et le fait de dire qu'elle est en override, c'est-à-dire je suis en train de lui dire c'est une redéfinition, n'utilisez pas la version toString qui a été précédemment définie dans la classe object, mais utilisez la version de toString que je viens de définir ici. En principe, vous avez fait les redéfinitions avec l'héritage. Vous avez fait le polymorphisme. Oui, madame. madame. Et donc, c'est une forme de polymorphisme. Donc, toString, c'est une méthode qui est polymorphe. D'accord? Alors, vous avez equal, vous avez aussi toString. Vous avez un certain nombre d'autres méthodes qui sont à la base définies dans la classe object, mais que je peux redéfinir lorsque je définis pour les adapter à la situation de la classe que je suis en train de créer. D'accord? Alors, toString, elle est utilisée par system.out.println dans l'affichage, c'est-à-dire, quel que soit l'objet que vous voulez afficher, la méthode println définie dans le système out, elle fait appel à toString pour pouvoir afficher l'objet. Si la méthode toString est définie dans la classe correspondant à l'objet, alors c'est la méthode toString qui est définie dans cette classe qui est utilisée. Si la méthode n'est pas redéfinie, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous afficher la référence de l'objet. On peut l'essayer maintenant dans le... Peut-être que je supprime celle-là, sinon elle va créer des problèmes. On peut l'essayer ici dans la classe application. Dans le mais, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord? Alors, on vous dit dans l'énoncé, implémenter une classe principale appli étudiant dans laquelle vous rajoutez la méthode main. Déclarer et instancier un objet étudiant noté ET1. Créer deux objets ET1 et ET2 tels que ET1, il comporte les informations suivantes et ET2 les informations suivantes. Modifier la section de l'étudiant AZ-AB de B à 1, afficher sa nouvelle section, attribuer des notes aux deux étudiants et afficher ce qui correspond. Alors, avant de faire ça dans la classe application, on va commencer par tester ce que je viens de vous dire. Alors, commençons par mettre cette méthode en commentaire. Donc, là, la méthode toString, elle n'existe pas. Si je fais ça dans la classe application, et je vais mettre ici, system.out.
Un point out. Point. Println. ET1. Je vais faire juste ça. Je ne vais pas continuer plus loin. Plus long. Plutôt, ça ne m'intéresse pas ce qui se passe plus bas. Je vais m'intéresser à cette instruction. Donc, je vais afficher ET1 et afficher ET2. C'est-à-dire les étudiants, on vient tout juste de créer et d'instancer. Attendez. C'est quoi l'erreur qu'il y a ici? C'est quoi l'erreur qui s'est glissée ici? Oui, pas d'erreur. Donc, j'exécute. Voilà. Regardez ce qu'il m'a affiché pour les deux premiers messages. Est-ce que vous voyez ou non? madame. Oui, Oui, madame. tout le monde arrive à voir. Oui. Donc, c'est étudiant arrobase l'adresse physique ou la référence physique de l'objet, ou étudiant arrobase la référence physique de l'objet OT2. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? System.out.println, elle a comme argument quelque chose. Ce quelque chose, elle va chercher à le traduire en chaîne de caractères pour l'afficher. Donc, pour traduire l'objet en chaîne de caractères, elle va chercher la méthode toString. Dans la classe spécifique, c'est-à-dire dans la classe étudiant, elle n'a pas trouvé la méthode toString, elle est allée jusqu'à toString qui est définie dans la classe object. Et toString qui est définie dans la classe object, qu'est-ce qu'elle fait? Elle concatène la classe de l'objet avec la référence de l'objet et c'est ce qu'elle vous donne comme affichage. D'accord? Maintenant, c'est parce que on n'a pas de. J'ai mis en commentaire la méthode toString qu'on avait définie auparavant. Si maintenant j'enlève les commentaires et on réexécute, on verra ce qui va se passer. Donc voilà, vous avez le deuxième affichage. Cette fois-ci, la classe a défini sa méthode d'affichage. Et donc, on a le moyen de convertir un objet en chaîne de caractères pour pouvoir l'afficher. Et à ce moment-là, j'ai l'affichage qui correspond aux étudiants. Est-ce que vous avez compris? Madame. Madame, Oui. Madame, le arrobase override, il est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, c'est une directive pour dire que c'est une redéfinition, c'est tout. Ah, d'accord, je crois qu'il y a un commentaire, quelque chose comme ça. Non, c'est pas vraiment un commentaire parce qu'un commentaire, il n'est pas destiné au compilateur. Mais là, c'est destiné au compilateur pour dire attention, c'est une redéfinition. Alors, regardez, si je laisse l'override et je mets ici en commentaire, il va me dire qu'est-ce que vous êtes en train de redéfinir. Il y a une erreur, qu'est-ce que je suis en train de redéfinir? Mais je peux faire une redéfinition sans faire d'override. Ça fait partie des bonnes pratiques
de programmation. Ah, d'accord, j'ai compris, merci. D'accord? C'est juste pour qu'ils puissent faire les liens les plus correctement, on va dire. C'est tout. Mais je peux ne pas mettre l'override, c'est sûr. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Vous n'avez pas d'autres questions? Alors, donc l'objectif ici, c'est de, donc je reviens à l'énoncé. Donc, déclarer et instancier un objet étudiant noté ET1, créer des objets étudiants ET1 et ET2, tels que on vous donne les informations correspondant aux étudiants, modifier la section de l'étudiant SD de B à 1, afficher sa nouvelle section, et attribuer deux notes aux deux étudiants et afficher-les. Ensuite, le calcul de la moyenne et modification de la spécialité, etc. etc. D'accord. Donc, on va voir ce qu'il y a comme code ici. Donc, on crée d'abord les objets ET1 et ET2, c'est-à-dire on déclare les références et on instancie les objets en faisant appel au constructeur, en définissant les différents arguments. Ensuite, on change la section de l'étudiant 2 qui était AB, elle revient A, et on affiche l'étudiant. Donc, on fait appel à afficher, comme on aurait très bien pu faire ici, system.out.println. Alors, on définit deux notes pour l'étudiant 2 et on affiche. On définit deux notes aussi pour l'étudiant 1 et on l'affiche. On calcule la moyenne pour l'étudiant 1 et on rajoute l'affichage de la moyenne. Et on calcule la moyenne pour l'étudiant 2 et on rajoute l'affichage correspondant à sa moyenne. On change la spécialité de l'étudiant 2, ensuite on l'affiche. Alors, la dernière étape, donc je reviens à l'énoncé pour les deux dernières étapes, pour les deux dernières questions. Alors, affecter ET1 à ET2 et afficher les renseignements de ET2. Que remarquez-vous? Donc, voilà. Affecter ET1 à ET2, donc c'est ça. ET2 reçoit ET1. On va faire ET2 pour afficher. Alors, une affectation au niveau référence, c'est-à-dire que les deux références vont maintenant pointer sur le même objet. Et l'objet qui était accessible par ET2 va disparaître. Donc, physiquement, ET1 et ET2, c'est deux références distinctes, mais qui sont en train de pointer ou d'accéder à la même zone mémoire qui représente le même objet. Donc, il n'y a pas eu affectation au niveau des objets, mais il y a eu affectation au niveau des adresses. Donc, ce qui va se passer au niveau de l'affichage, donc vous aurez donc au niveau de l'affichage, donc vous aurez l'affichage suivant. Voilà. Donc, si on fait donc, si on veut afficher ET2, en réalité, il nous affiche les informations en rapport avec l'étudiant 1. C'est-à-dire, il nous affiche le contenu de l'objet ET1, parce que l'objet ET2 est perdu à tout jamais, puisqu'on a perdu sa référence. Si on fait ET1 reçoit nul et on cherche à l'afficher,
on rencontre l'exception, null pointer exception, c'est-à-dire que l'objet ou la référence de l'objet correspondant est à nul, donc l'objet correspondant n'existe pas, sur quoi on va afficher sur le nul, et donc on a un pointeur nul, une exception sur le pointeur qui est égal à nul. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je me dis, vous êtes en train de faire la sieste. Oui, madame, c'est réglé. Oui, madame. D'accord, d'accord, très bien. Vous n'avez pas de questions? Bon, ça reste quelque chose de relativement simple. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est beaucoup plus la manipulation de cette histoire de référence et gestion de référence pour que vous ne faites pas cette erreur au niveau de vos codes. L'affectation au niveau référence, ce n'est pas une affectation au niveau objet. Attention. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à cet exercice, donc on va le fermer et on passera à l'exercice suivant. Madame, s'il vous plaît, Oui. si on veut compiler, exécuter ce programme avec la commande, comment on fait? Si on On veut compiler, exécuter ce programme avec La commande. la commande. Alors, ça veut dire, dans ce cas-là, il faut d'abord compiler la classe étudiant. Il faut que la classe étudiant et la classe application se trouvent au même endroit. C'est-à-dire, vous copiez ça. Attendez. Attendez. Je cherche répertoire des projets. C'est-à-dire le workspace. Où j'ai mis le petit workspace. Voilà. Exercice, donc c'est TP1, TP2, exo 1. On va le compiler ici, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ouvre la console et je vais vous partager l'écran. Comme ça, vous allez voir comment s'exécute, comment se déroule. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Ça- madame. Oui, madame. Alors, moi, je vérifie, est-ce que les deux classes, étudiants et applications, se trouvent au même endroit, sont au même endroit. Donc, je vais compiler, mais je dois compiler dans l'ordre. Alors, la classe application, elle utilise la classe étudiant. Donc, la classe étudiant doit exister pour que la classe application puisse identifier la classe étudiant. D'accord? Donc, on va d'abord compiler la classe étudiant et je la compile là où elle est. Je vous ai déjà montré.
cette pratique, je glisse le fichier sur la console, il me ramène le chemin. Voilà. Donc, je compile d'abord la classe étudiant. Si je n'ai pas d'erreur par rapport à la compilation de la classe étudiant, je passerai à la compilation, cette fois-ci, de la classe application. Il n'a pas reconnu la classe étudiant. Normalement, il est censé la reconnaître. Voilà. Je compile les deux classes au même endroit, c'est-à-dire la classe étudiant, ensuite la classe application. Pour l'exécution, donc vous remarquez que les fichiers .classe ont été créés au même endroit. Pour l'exécution, je vais exécuter uniquement la classe application. Je ferai CD. On ne peut pas exécuter sans être dans le répertoire. Et je vais exécuter. Est-ce que c'est bon? Vous avez tous vu les étapes? C'est bon Oui. pour tout le monde? Vous avez tous vu les étapes? Oui, madame, oui. Donc, si vous avez un projet sous forme de plusieurs fichiers, il faut compiler tous les fichiers dans la même commande, comme je viens de le faire ici. Donc, je vais augmenter comme je viens de le faire ici. Donc, d'abord, les classes dans lesquelles vous avez défini vos objets, c'est-à-dire vos classes qui ne contiennent pas le main. Ensuite, à la fin, la classe exécution ou la classe application qui contient le main. Je vous ai dit, si vous avez des dépendances, il faut d'abord compiler les dépendances. Ensuite, vous allez les ordonner par rapport aux dépendances. Donc, la compilation, elle doit se faire ici au même endroit. Ensuite, j'ai accédé au répertoire et lancé l'exécution de la classe exécutable, c'est-à-dire la classe qui contient le main. D'accord? C'est compris pour tout le monde? Oui, madame. D'accord, très bien. Donc, et la demoiselle qui a posé la question, c'est bon? Vous avez suivi les étapes? Oui, madame, je vous remercie. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça.
Alors, très bien. Maintenant, revenons à notre exercice. Il faut que j'arrête le partage de ça, pour que je puisse revenir à Eclipse. Voilà. Donc, on peut maintenant passer à l'exercice 2 si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, travailler avec Eclipse ou travailler avec la console uniquement, alors, personnellement, je ne trouve pas qu'il y a une différence. Eclipse, il vous aide juste avec son intelligence, c'est-à-dire il permet de détecter les erreurs syntaxiques au fur et à mesure. Donc, il vous aide dans l'écriture de votre code. Il y a des parties du code qu'il génère à votre place. Mais sinon, en termes de fonctionnement, vous avez le même fonctionnement. Il n'y a pas de différence. Donc, je vais fermer ce projet. Donc, les fichiers .class qu'Eclipse crée dans le répertoire libre, la console les a créés au même endroit pour qu'elle a pu le exécuter aussi au même endroit. D'accord. Pour qu'elle puisse, pardon, exécuter au même endroit. Alors, donc, on va passer à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, là aussi, il est très simple. Hein. On vous dit créer la classe nommée article, caractérisée par les attributs référence, désignation, prix hors taxe, taux TVA. Ces attributs doivent seulement être accessibles par le biais des getters et des setters, c'est-à-dire, on vous dit qu'ils sont privés. Le taux TVA est en fait commun à tous les articles. Pour éviter toute redondance de cet attribut, vous devriez donc le déclarer comme une variable de classe et non comme un attribut spécifique des objets instanciés à partir de la classe. C'est-à-dire, c'est un attribut de classe. Ajouter les constructeurs suivants. Donc, un constructeur par défaut, un constructeur initialisant tous les attributs et un constructeur qui permet de renseigner la référence et la désignation lors de l'instanciation. Donc, vous aurez à utiliser ou à définir 3 constructeurs. Ensuite, implémenter la méthode calcul prix TTC. Cette méthode doit calculer le prix TTC d'un article qui équivaut au prix hors taxe, plus le prix hors taxe fois le taux TVA divisé par 100 et retourne la valeur calculée. Ajouter la méthode afficher article qui affiche les informations de l'article. Ensuite, créer une classe principale nommée appli article et instancier 3 objets A1, A2 et A3 référençant des articles en utilisant les différents constructeurs. Alors, je viens de remarquer une question. Je reviens au chat pour lire la question. Alors, d'après le cours, on sait que Java a un constructeur par défaut qui a été créé automatiquement pour faire le redirect. Alors, attendez. Java, il crée un constructeur par défaut de manière implicite si vous ne faites pas de constructeur. Si vous définissez au moins un constructeur, vous n'avez plus le droit au constructeur par défaut. D'accord? Donc, si vous avez besoin de construire, de définir vous-même des constructeurs et que vous voulez maintenir la création des objets sans avoir à faire appel à des attributs ou à des arguments en entrée, vous êtes censé rajouter un constructeur par défaut. Mais le constructeur implicite qui est automatiquement créé par Java, il le crée si vous ne mettez aucun constructeur. Vous y avez droit uniquement dans cette situation. En fait, ici, avec ces 3 constructeurs, c'est comme si vous êtes en train de proposer 3 manières d'instancier des objets. Soit on crée un objet sans lui attribuer de valeur initiale du tout. Et dans ce cas-là, on va considérer des valeurs par défaut. Soit vous allez créer ou instancier des objets en définissant tous les attributs. Ou bien, la 3e alternative, c'est créer des objets en définissant au moins les 2 attributs les plus prioritaires ou les plus importants, c'est-à-dire la référence et la désignation.
Est-ce que c'est compris? Oui, madame, c'est clair, merci. Je vous en prie. Donc, je reviens à Eclipse pour qu'on puisse voir le code correspondant. Donc, vous avez d'abord la classe article. Alors, donc dans la classe article, on définit comme attribut la référence, la désignation, le prix hors taxe et le taux TV. Alors, les attributs référence, désignation et prix hors taxe, c'est des attributs d'instance. Et le taux TVA, c'est un attribut de classe. C'est pour ça que je lui rajoute le mot statique. C'est-à-dire qu'il est le même pour toute la classe. Et je définis les différents constructeurs. Donc, vous avez le constructeur qui n'a pas de paramètres, plutôt qui définit tous les attributs. Donc, il définit la référence. Alors, bon, non, ils sont en majuscule, donc c'est bon. Voilà. Donc, vous avez la référence, la désignation, le prix hors taxe et le taux TV. C'est-à-dire qu'à chaque instanciation d'objet, vous avez la possibilité de définir le taux TVA. Bon, on va envisager une autre implémentation. On verra tout à l'heure ce qui va changer. Le constructeur par défaut, et cette fois-ci, c'est un constructeur par défaut et qui n'a pas besoin de donner les valeurs par défaut. En fait, ce constructeur, il simule un peu le constructeur implicite. Ce n'est pas réellement le constructeur implicite, mais il simule le constructeur implicite. C'est-à-dire qu'il a le même travail que le constructeur implicite. Il permet juste de l'allocation de l'objet et l'initialisation à des valeurs par défaut. Je n'ai même pas de code à l'intérieur de ce constructeur. Le troisième constructeur, il instancie uniquement, il initialise uniquement la référence et la désignation. Vous avez le calcul du prix. Donc, c'est le prix hors taxe plus le prix hors taxe multiplié par le taux TVA par 100, c'est-à-dire pour le taux de TVA ou le pourcentage de TVA. Et vous avez également la méthode d'affichage. Donc, c'est toujours le même principe que tout à l'heure. Je peux le faire ici dans la fonction afficher article, comme j'aurais pu également le faire pour redéfinir la méthode toString. Et dans la méthode toString, je convertirai l'objet en chaîne de caractères. Donc, c'est le même principe. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, madame. D'accord. Ok, très bien. Alors, donc, on vous demande également dans l'énoncé de créer une autre classe appelée article, c'est-à-dire la classe application. Alors, dans la classe application, on instancie 3 objets, A1, A2 et A3, référençant des articles en utilisant les différents constructeurs. C'est-à-dire A1, il va appeler le premier constructeur, A2 le deuxième constructeur et A3 le troisième constructeur. Ensuite, on va calculer le prix TTC de A1, A2 et A3. Voilà. Donc, vous avez ici l'article A1 qui a été défini avec le premier constructeur. Donc, vous avez la référence, la désignation, le prix hors taxe et le taux TVA. L'article 2 a été instancié avec le constructeur par défaut.
sans argument. Et l'article A3 a été instancié avec le troisième constructeur qui définit uniquement la référence et la désignation. Et on cherche à calculer le prix pour les 3 articles et afficher aussi les 3 articles. D'accord? Parce que dans l'affichage, on affiche le prix. Voilà, il n'y a pas le prix. D'accord. Je rajouterai un affichage des prix. Voilà. Pour qu'on puisse voir le calcul du prix pour chaque par rapport à chaque article. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, madame. Oui, madame. D'accord. Très bien. Donc, je lance l'exécution. C'est pour ça que je pose la question pour que vous puissiez suivre. Voilà. Et je lance l'exécution. Alors, donc, on va scroller jusqu'au début. Alors, les prix ont été calculés d'abord. Donc, les articles ont été instanciés, chacun avec un constructeur différent. Alors, dans le premier constructeur, on a défini le prix à 18 000. Dans le deuxième constructeur, on n'a rien donné et vous voyez ici que ça a été mis à 0. On peut très bien voir que ça a été mis à 0. Donc, même si je n'ai pas spécifié les valeurs par défaut avec lesquelles l'objet peut être instancié, c'est-à-dire on n'a pas mis de code ici, dans ce constructeur. Je n'ai pas mis de code, je n'ai pas mis de valeur par défaut. Mais l'objet a quand même été instancié et des valeurs ont quand même été attribuées. Je peux rajouter ici une instruction, un affichage. Je mettrai A2. J'exécuterai tout à l'heure pour voir comment l'objet a été instancié. Ensuite, l'article 3, A3, a été instancié sans définir de prix. Alors, le taux TVA est toujours le même. Il n'a pas changé parce que c'est un attribut de classe. Il a été défini une seule fois lorsqu'on a instancié l'article A1 et il n'a pas changé par la suite. D'accord? Donc, les prix ont été calculés en tenant compte du taux TVA, du même taux TVA qui a été calculé ici. Mais puisque les prix hors taxe sont à 0, donc les prix pour l'article A2 et A3 sont restés à 0. Donc, dans l'affichage, vous avez la référence de l'article, la désignation de l'article, le prix et le taux TVA. Alors, pour l'article A2, dans l'affichage, vous avez référence égale à nul, désignation égale à nul, prix égal à 0 et taux TVA égal à 200. Parce qu'il a maintenu le prix TVA initial. Alors, l'article 3, la référence, elle est égale à la référence qu'on lui a donnée comme argument. La désignation aussi. Et le prix hors taxe, il est à 0 parce qu'on n'a pas défini de prix hors taxe. Et le taux TVA, il est à 0.
Maintenant, si je définis cet article et son instantiation avant la déclaration de l'article 1.1 et son instantiation, vous allez voir qu'au moment de son instantiation, il sera égal à 0. Donc, regardez, au début, on est en train d'afficher l'article A2. Référence égale à nul, désignation égale à nul, prix égale à 0 et TVA égale à 0. Ensuite, l'objet A1 a été instancié et l'objet A3 ont été instanciés. Donc, le calcul du prix a tenu compte du taux TVA qui a été défini dans l'objet A1 ou dans l'instanciation de l'objet A1 et il a changé, bien sûr, par rapport par rapport aux deux autres objets. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci. Ça veut dire que tout à l'heure, dans la classe étudiant, quand j'ai défini le constructeur par défaut, j'aurais très bien pu ne pas faire avec l'appel this avec les arguments, c'est-à-dire chaîne vide, 0, etc., etc. J'aurais très bien pu faire comme ici dans la classe article, c'est-à-dire uniquement le nom du constructeur, accolade ouvrante, accolade fermante. Ça signifie aussi que la création des objets, c'est-à-dire la création et l'allocation de l'objet et l'initialisation des attributs aux valeurs par défaut ne dépend pas du constructeur, mais dépend du new, dépend de ça. Dépend de ça. Dépend du new. C'est le new qui crée l'objet et c'est le new qui instancie l'objet à des valeurs par défaut. Ensuite, si vous avez vous-même défini un constructeur dans la classe, il va utiliser votre constructeur et voir est-ce que vous avez des arguments ou non, ou des exigences ou non en entrée pour initialiser votre objet. Si vous n'avez pas défini ça dans votre classe, il va se contenter de ça. Et c'est ça ce qu'on appelle un constructeur qui est implicite. Alors, je pense que quelqu'un avait une question, bien avait l'intention d'intervenir. C'est bon, madame, c'est bon, merci. C'est bon, j'ai répondu à votre question. Oui, Donc, le madame. constructeur implicite, c'est en réalité la manière que Java nous propose pour créer ou instancier des objets. Mais qu'est-ce qu'il fait réellement? Il fait juste l'allocation physique ou la réservation de l'espace mémoire. Il définit une référence ou une adresse à cet objet qu'il met dans la variable que vous donnez à votre référence d'objet. Et il tient compte des types que vous définissez dans votre classe pour donner des valeurs par défaut. Maintenant, si vous avez vous-même défini un constructeur, il va utiliser le code que vous avez mis dans votre constructeur pour les différentes actions, c'est-à-dire à la suite de la création de l'objet. Si vous n'avez rien mis, il se contente de la création tel qu'il vient de le faire. Et on a vu deux exemples avec ces deux exercices. Un premier dans lequel on lui a nous-mêmes proposé des valeurs par défaut qu'il a utilisées pour créer des objets. Et une deuxième situation où on a juste mis le constructeur avec le nom du constructeur et rien comme argument et aussi rien comme code. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on est en train de lui dire débrouille-toi pour nous créer des objets. Et il nous a montré qu'il a la capacité de se débrouiller pour créer des objets. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame, pardon, j'ai une petite coupure. Pourquoi on a déclaré article sans argument, il fait le même travail que l'argument qui initialise tout ça vite. Alors, l'objectif de ce que j'ai mis ici, dans cette partie, c'est pour vous dire que
cette initialisation et cette création d'objets, en réalité, il l'a fait tout seul. Il l'a fait avec ce new. Le fait de lui dire article A2 reçoit new article, lui, comment il va l'interpréter? Il va l'interpréter comme la création d'un objet de type article. Ça veut dire quoi, créer un objet de type article? C'est-à-dire que c'est un objet qui a une référence, une désignation, un prix hors taxe et un taux TVA. Ensuite, ça veut dire qu'il va allouer un espace mémoire qui a la capacité de contenir 2 chaînes de caractères et 2 doubles. Il va lui donner une adresse, c'est-à-dire une référence. Ensuite, ces attributs-là, soit on lui donne comment les initialiser et il tient compte de notre initialisation dans la création de l'objet, soit il connaît le type, il va les initialiser à des valeurs par défaut. Comment il a fait? Les chaînes de caractères, il les a définies à nul et les doubles, il les a définies à 0. Donc, en réalité, nous, ce qu'on a voulu faire ici dans cet exercice, c'est d'utiliser ce constructeur et quelque part pour vous montrer ce qui se passe réellement dans le constructeur. C'est-à-dire que j'ai un constructeur qui a le même nom de la classe. Il n'a pas d'argument et il n'a pas de code. En réalité, il ne fait rien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Oui, il ne fait rien. Oui. On a Oui. appelé une méthode qui ne fait rien. Mais même en appelant une méthode qui ne fait rien, l'objet a été créé. Ça veut dire que la création de l'objet, elle ne dépendait pas de cette méthode. La création de l'objet, elle dépend de ce new. C'est le new qui fait la location et c'est le new qui fait le lien entre la référence et l'objet physique. Et c'est le new qui donne, qui initialise les attributs à des valeurs par défaut. Maintenant, qu'est-ce qui différencie cet appel avec A2 de cet appel avec A1 de cet appel avec A3? Avec A2, on n'a rien que dans le code, c'est-à-dire rien ne se passe. Il y a eu création de l'objet et il y a eu aussi valeur par défaut pour les attributs. Avec A1, on n'a pas maintenu les valeurs par défaut. C'est comme si on a écrasé les valeurs par défaut par les arguments du constructeur. C'est-à-dire on lui a donné une autre désignation, une autre référence, pardon, une autre désignation, un autre prix et un autre taux TVA. Et c'est ce qu'il a pris en compte dans l'objet. Oui, ce qu'il a pris en compte dans l'objet A1. Donc, je viens de le sélectionner dans la console. Avec le troisième constructeur, j'ai défini uniquement la référence et la désignation. Le reste est resté par défaut. Ça signifie quoi, le reste est resté par défaut? J'ai comme autre attribut le prix hors taxe et le taux TV. Alors, le prix hors taxe, c'est un attribut d'instance. Donc, le prix hors taxe dans cet objet, il est resté à 0. Vous avez l'objet A3 ici. Il est à 0. Le taux TVA est resté à 200 parce que c'est un attribut de classe qui a été défini ici à la valeur 200. Donc, la valeur 200 est restée et maintenue. D'accord? Oui, c'est clair, madame, merci. Donc, le but de cet exercice, c'est justement pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe réellement dans le constructeur et quelle est l'utilité d'un constructeur. Le constructeur, c'est la seule et unique méthode qu'on ne peut pas appeler avec le point, c'est-à-dire que c'est une méthode que vous créez, mais que vous n'avez pas le droit d'utiliser directement. Qu'est-ce qui utilise le constructeur? C'est cette ligne de code. C'est la création, c'est le new. Mais dans la création, il y a 2 étapes. Il y a la création au niveau physique et l'initialisation à des valeurs par défaut qui se fait automatiquement grâce au mot-clé new. Et il y a la deuxième partie de la création qui dépend de vous, qui dépend de ce que vous avez mis dans le constructeur. Si vous avez besoin d'arguments, c'est vos arguments qu'il utilise. Si vous n'avez pas besoin d'arguments, il se contentera de sa création par défaut. Est-ce que c'est compris pour tout le monde?
Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Oui ou non? C'est compris, c'est pas compris? C'est réglé, madame. Oui, madame. C'est bon pour tout le Oui, monde? madame. Est-ce que vous avez d'autres questions? مادام كاينة في الشات هذا سقسيتك c'est quoi la différence entre private et protected. Comment? Je sais pas pourquoi j'ai pas accès au chat. Je pense que قلت لك هو واحدة باك في سي- الشات سقسيتك c'est quoi la différence entre private et protected. C'est quoi la différence entre private et protected? Alors, private, c'est le verrou maximal. C'est-à-dire, tout ce que je définis comme private, c'est la propriété de l'objet dans sa classe. C'est-à-dire, c'est la vie privée de l'objet. C'est la vie privée de la classe. C'est des attributs et des méthodes qui sont accessibles dans la classe uniquement. En dehors de la classe, ils sont invisibles. Donc, je ne suis même pas inaccessible, ils sont invisibles. C'est-à-dire, on ne les voit pas. C'est-à-dire que ce que j'ai ici défini ici comme private, c'est-à-dire référence, désignation, prix hors taxe et taux TVA, si je suis dans application et je mets, alors, je mets A2 points, il me donne que les méthodes. Il me donne les méthodes, il me donne le taux TVA. Pourquoi il me donne le taux TVA? Parce que c'est un attribut de classe. Mais le reste, j'y ai pas accès. Et je ne le vois même pas. C'est même pas ne pas avoir accès. Ça fait partie de la propriété de la classe. Alors, protected, c'est un niveau de visibilité intermédiaire entre le public et le package. Alors, le public, c'est accessible partout, visible de partout. Le package, ou par défaut, c'est-à-dire que si je mets rien du tout, toutes les classes qui se trouvent au même endroit au niveau du package peuvent accéder à tous les attributs qui sont définis avec un niveau de visibilité par défaut. Si je sors du package, je n'ai pas de visibilité. Alors, le niveau protected a été introduit pour une relation de visibilité ou une relation d'accès entre la classe mère et les classes dérivées. C'est-à-dire que si j'hérite d'une classe, quel que soit le package dans lequel je suis, quel que soit le projet dans lequel je suis, j'aurai accès à ces attributs qui sont protectés. D'accord? Grâce à la relation d'héritage. Si des attributs sont définis private, héritage ou non héritage, j'aurai pas accès de toute manière. Si des attributs sont par défaut, héritage ou pas héritage, si je ne suis pas dans le même package, je n'aurai pas accès. Si j'ai des attributs qui sont protected, là, j'ai deux possibilités. Si je suis dans le même package, quelle que soit la classe, je peux accéder. Si je ne suis pas dans le même package, il suffit d'avoir une relation d'héritage avec la classe qui a défini des attributs protected pour pouvoir y accéder. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, c'est clair, madame, merci. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Mais si on met pas ni private, ni public, ni protected, il va considérer. C'est le default, c'est le default. Si on ne met rien, c'est le niveau default, c'est-à-dire au niveau package. C'est-à-dire les fonctions, les attributs ou les classes s'accèdent mutuellement au niveau du même package. Vous sortez du package, vous n'avez pas accès. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, normal. Normalement, non. OK, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, pour la séance, ça sera toujours le même lien donc, que je vous ai envoyé la dernière fois, ou bien que j'ai transmis à l'un de vos délégués la dernière fois. Donc, c'est le même lien qu'on va toujours utiliser. Vous pouvez le conserver. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le TP3. Alors, j'attends votre chargé de cours pour vous donner un mini-projet. Je ne sais pas si je vais m'entretenir avec elle au cours de la semaine ou comment on va faire. Il faudrait qu'on vous donne un mini-projet, ne serait-ce que pour vous voir vous exercer dessus. D'accord? D'accord, madame. Merci. OK, bonne fin de journée et bon week-end. Au revoir. Merci, Merci, madame. madame. À vous aussi. Merci à vous, au revoir. Merci, madame. Merci à vous, au revoir.